Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen. Les vagues de la pandémie déferlent toujours, mais quelle sera à la hauteur de celle de la crise économique? Beaucoup prédisent un tsunami, certains vivent d'ailleurs déjà de très grandes difficultés. Mais il y a aussi ces bons chiffres de création de sociétés et cette quasi-absence de liquidation d'entreprises. Les aides seront-elles des bouées de sauvetage efficaces ou ne font-elles que retarder le raz-de-marée? Pour évoquer et débattre de ces questions, avec moi sur ce plateau, maître Marc Bignet, greffier au tribunal de commerce de Saintes. Vous êtes aussi cofondateur de l'association APESA pour aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë et leurs appels augmentent, nous en parlerons. À vos côtés, monsieur Jean-Marc Neveu, cofondateur de Plaquestyle à Châtellerault, une entreprise spécialisée dans le recyclage textile. Vous collectez les masques en papier usagé grâce à des salariés en réinsertion, entre autres. En duplex de nos studios de Bordeaux, madame Jean Nashiwala Guo, cofondatrice et PDG de Connexion, un organisme de formation aux outils numériques pour favoriser, entre autres, l'emploi des migrants et ainsi que d'autres types de personnes. Patrick Michel, délégué de l'antenne Nouvelle-Aquitaine pour les Restos du Cœur, vous nous raconterez l'afflux nouveau des petits commerçants, auto-entrepreneurs, étudiants, retraités. Hélas. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous, qui nous regardez derrière un écran de télé, de tablette ou de téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Je précise que nous sommes démasqués, mais à une distance sanitaire tout à fait raisonnable et ou séparés de parois transparentes que vous ne remarquerez pas forcément, mais elles sont là. Allez, un chiffre pour commencer de parler de ce sujet, de la drôle de crise économique, un chiffre presque irréel, et pourtant 255 millions d'emplois détruits dans le monde depuis le début de la crise sanitaire, d'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Alors une première question rapide à chacun. Pour vous, est-ce que c'est déjà la crise ou pas encore ou pas du tout? Monsieur Michel. Alors oui, pour nous, c'est déjà la crise. Au Resto du Cœur. Tout à fait. Avant cette pandémie, on avait déjà quand même, sur la Nouvelle-Aquitaine, 13,5% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la crise, les premiers effets ont déjà lieu et continueront, bien sûr, dans les années qui vont suivre. Vous comptez ça en années? Bien sûr, on compte ça en années. On prend comme référence la crise de 2008, qui a vu une augmentation de 25% sur les 3 années qui ont suivi des personnes que nous accueillons au Resto du Cœur. Dans votre quotidien de greffier, maître Bignet, est-ce qu'elle se voit cette crise? Alors pour l'instant, non. Non, c'est ça le paradoxe. Il y a des statistiques qui viennent d'être publiées et finalement, il y a très peu, vous l'avez dit, très peu de procédures, très peu d'ouverture de procédures collectives, de liquidation judiciaire, tant mieux d'ailleurs. Alors on dit parfois que tout est un peu sous perfusion et que quand les perfusions vont s'arrêter, on sera face à des catastrophes. On peut quand même se réjouir aussi que pour l'instant, ça n'est pas produit effectivement d'effets concrets, etc. Donc en revanche, il y a peut-être plusieurs crises et notamment une crise morale, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Madame Nashiwala Guo, excusez-moi, votre nom mais difficile. Est-ce que c'est la crise pour vous, pour votre entreprise? Oui, pour nous, comme on est une association qui agit contre la fracture numérique, déjà on avait vu en fait les effets sur les publics qui étaient exclus numériquement. Donc en fait, quand on fait un sondage lors du premier confinement, plus de moitié de nos publics avaient pas le matériel, donc des ordinateurs, d'équipements, ni la connexion, l'Internet pour continuer nos programmes de formation. Donc pour nous, on voit en fait très clairement aujourd'hui l'impact de l'exclusion numérique sur les publics qui sont encore plus éloignés et marginalisés. On y reviendra. Monsieur Neveu, cette crise, c'est un boom de croissance pour votre entreprise. Comment est-ce que vous décririez ça? Alors en fait, Plaquestyle est adossé à un groupe industriel traditionnel, on va dire, qui travaille pour le domaine aéronautique, automobile. Donc vous imaginez bien que dans le domaine aéronautique, on est à des moins 50, moins 60% parfois. Et certains bassins, notamment le bassin toulousain, est extrêmement affecté par ça. Et de l'autre côté, effectivement, Plaquestyle, dont on va parler tout à l'heure, connaît un essor considérable sur la partie recyclage des masques, recyclage de déchets. Et c'est peut-être un des avantages de cette crise, de mettre un coup de projecteur sur des choses qu'on avait un peu tendance à oublier, à savoir on jette énormément. Et cette crise, en fait, montre qu'il y a d'autres possibilités industrielles même, de pouvoir faire quelque chose avec ces déchets. Et des filières à développer localement. On va en savoir plus grâce à ce reportage tourné cet été et pour mieux comprendre votre activité installée, notamment à Châtellerault, dans la Vienne. On regarde.
Des masques chirurgicaux broyés par centaines. Dans cette entreprise châtelleraudaise, on a l'habitude de transformer le tissu en plastique. Désormais, les fibres des protections contre le coronavirus trouvent une seconde vie. On a trouvé l'idée intéressante de pouvoir récupérer ces masques qui sont d'un problème écologique pour pouvoir en faire un autre objet. Par exemple, on a fait des ouvre-portes, on a fait aussi des visières, des masques et des visières pendant la période de Covid. Pour les collecter, l'entreprise fait appel à une structure d'insertion. Les employés récupèrent les masques usagés dans ces bornes en carton. En quelques jours seulement après leur implantation, elles sont déjà bien remplies. C'est pas mal, je pensais qu'il y en aurait moins, donc ça fait plaisir. Au bout de même pas une semaine, c'est déjà une bonne quantité. Après, on va voir au fur et à mesure par rapport aux pharmacies et aux autres entreprises où on a déposé les bornes. Le recyclage de ces masques chirurgicaux commence à peine. Avec cette machine à rayons ultraviolets, une attention très rigoureuse est portée à leur décontamination. C'est une sécurité. Vous avez la première décontamination qui se fait naturellement en quarantaine. Et là, en fait, après, avec l'UV, c'est vraiment encore pour enlever le peu de microbes qu'il pourrait encore y avoir sur le masque. Cette borne est la 28e installée à Châtellerault. Le concept séduit même au-delà des frontières de la commune. Un point de collecte sera disponible prochainement à la centrale nucléaire de Civaux. Et d'autres ont suivi, j'imagine. Où est-ce que vous en êtes depuis juillet dernier? Est-ce que vous avez pu embaucher? Alors, bien sûr, on a embauché, on a déployé, en fait, ce que vous avez vu à Châtellerault, c'était vraiment le démarrage de l'expérimentation. On a expérimenté ça donc sur Poitiers, on expérimente actuellement à Meudon, en Île-de-France, à Locminé, en Bretagne. On va développer aussi sur le département 86. Et tout ça génère, en fait, de l'activité pour l'insertion, comme c'est dit dans le reportage. Parce qu'au cœur du projet de Plaxtil, c'est aussi l'idée de pouvoir créer des emplois, créer de la valeur ajoutée avec les entreprises d'insertion. Donc, on a cité Audacy, mais on travaille aussi avec Valoris Insertion, Croix-Rouge Insertion, qui se situe à Poitiers. Ça vous permet de mieux vivre, j'allais dire psychologiquement, cette crise? Parce que quand on est dans une dynamique économique favorable, alors que tout le monde est en crise, ça peut être un petit peu difficile. Là, le fait d'employer des gens en insertion, ça joue? Alors oui, pour nous, c'est une grande fierté de dire, voilà, il y a une problématique qui est liée aux déchets et on va utiliser cette problématique de déchets pour créer de la valeur ajoutée. Et en fait, c'est le cœur du projet de Plaxtil, puisque en fait, il est né il y a 2 ans déjà sur une problématique de traitement du textile. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, quand vous donnez vos vêtements à recycler, il y a environ 50% qui est valorisé sous forme de seconde main ou sous forme de chiffon, et puis il y a 50% autres qui ne trouvent pas de débouchés. Et ces textiles-là qui ne trouvent pas de débouchés, ils finissent parfois très loin de la France, du territoire national, et souvent incinérés ou mis au fond de la mer dans le pire des cas. Et ce qu'on a voulu apporter, c'est de dire, voilà, à travers ces déchets, on va mettre une petite recette qu'on appelait le broyé du Poitou plastique pour pouvoir recréer en fait une matière et à partir de cette matière-là, créer des objets. Donc là, vous avez un exemple de visière. Donc on a créé pendant la période, le premier confinement d'ailleurs, qu'on a donné en partie au CHU de Poitiers et aux EHPAD. On a créé aussi des cintres, vous voyez, à partir de textiles usagés. Et l'idée, c'est de créer vraiment une filière à partir de ces déchets-là, qui permettra, à travers les objets qui sont vendus ou recyclés, on va dire, d'équilibrer un peu les comptes, c'est peut-être l'expression, qui sont aujourd'hui pas équilibrés et qui sont une menace parce que les entreprises d'insertion aujourd'hui qui n'arrivent pas à revendre en fait ces textiles usagés vont être contraints et vont devoir payer pour mettre à la décharge un certain nombre parce que ça va être interdit par la législation. Donc du coup, il faut leur donner une possibilité de pouvoir créer de la valeur ajoutée à partir de ces déchets. Donc c'est un peu l'ambition de Plaxtil, de dire à la fois c'est un projet innovant parce qu'on s'intéresse aux déchets et du coup on peut créer quelque chose, et en plus c'est quelque chose d'équitable puisque sur le territoire on va pouvoir créer une industrie qui va rester par définition parce que les déchets sont présents. Donc, Maître voilà. Bignet, ça vous rassure, ça? Une chose formidable. Ça prouve que les initiatives et que finalement, avec des déchets, la roue tourne et un nouveau cycle commence. C'est ça qui est extrêmement intéressant finalement. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi avoir cette culture, c'est-à-dire que les choses ont une fin temporaire et ensuite on leur donne une deuxième vie. C'est un peu ce qu'on fait aussi avec APESA.
Dans ce tribunal de commerce, qu'est-ce que vous Alors, essayez de faire justement quand vous voyez passer les entreprises, là, pour parler un peu du côté Alors moi j'ai un métier du beaucoup côté moins, entreprise. beaucoup moins gai, beaucoup moins concret. En fait, donc je suis greffier d'un tribunal de commerce, donc je m'occupe de la publicité légale, d'assister le tribunal, d'assister aux audiences. On a tous la représentation du greffier qui dort à l'audience, hein, mais alors je vous rassure, on ne dort que d'un œil. Et surtout, notre rôle aussi, c'est d'accueillir des entreprises En difficulté, en celles-là. difficulté. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme difficultés? Des difficultés juridiques et économiques. Mais à la tête de chaque entreprise, il y a une femme ou un homme qui, au-delà des difficultés juridiques et économiques, a des problèmes d'hommes, comme on dit, ou des problèmes, c'est-à-dire des problèmes psychologiques. Moi, en tant que technicien du droit, si je regarde dans mon code de commerce, mon code de procédure civile, s'il y a quelque chose sur le sujet, bien évidemment, il n'y a rien. Et en fait, ça pollue, les difficultés psychologiques, alors qui se traduisent comment? Qui se traduisent lorsqu'un chef d'entreprise parfois vient au tribunal, il vous dit, voilà, je voudrais bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire, mais par ailleurs, mon conjoint m'a quitté et je sais ce qu'il me reste à faire. Donc on voit bien que c'est un tout dans lequel il y a à la fois du droit, de l'économie, mais aussi une part de la vie personnelle, et ce qui est quand même primordial aussi pour le chef d'entreprise. Alors jusqu'à présent, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'outils. C'est-à-dire qu'on disait d'ailleurs un peu bêtement, comme on le dit d'ailleurs à la fin de beaucoup de messages qu'on reçoit aujourd'hui, prenez soin de vous. On dit ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et en fait, c'est pas si simple de prendre soin de soi, et on ne sait pas toujours faire. Et donc l'idée, c'est surtout quand on a face à nous des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de durée légale du travail, donc qui travaillent énormément, qui travaillent encore plus quand ils ont des difficultés, de ne pas les laisser et qui ont fait aussi beaucoup de sacrifices, ne pas les laisser seuls dans ces moments et de leur proposer une orientation vers des gens dont c'est le métier de s'occuper de cette souffrance, c'est-à-dire les psychologues. Voilà en quoi consiste un peu APESA. Et donc au début, APESA est né en septembre 2013 dans un petit tribunal qui est celui de Saintes. On a été copié ensuite par Bordeaux, Orléans, Tours, Nantes. C'est une association etc. nationale aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on fédère 71 tribunaux. Donc vous avez dans ces tribunaux des gens qui sont extrêmement doués en droit, économie et d'ailleurs par des techniques informatiques les meilleures qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais qui ne négligent pas cet aspect psychologique. Voilà. Alors oui, parce que derrière ces chiffres de 2020 qui sont bons, comment est-ce que vous faites cette veille justement? Parce que la détresse économique, elle n'est pas visible dans vos chiffres à vous. Alors ce qu'on a fait dans APESA, c'est puisque c'est la prévention du suicide, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de la lutte contre les idées noires, pour éviter d'ailleurs que ces idées noires ne rencontrent des idées fausses. Qu'est-ce qu'on fait? On forme tous les acteurs du monde économique, tous les professionnels des difficultés des entreprises à être capables de détecter et d'intervenir auprès de ces chefs d'entreprise. Donc on organise des formations et jusqu'en mars 2013 de 2020 l'an dernier, je disais qu'APESA n'était pas un numéro vert parce que c'était difficile, un peu compliqué d'imaginer qu'une personne détruite moralement et psychologiquement prenne un petit papier sur lequel on a inscrit un numéro pour appeler. Or, en mars de l'an dernier, le ministère de l'économie m'a appelé en me demandant si on acceptait de créer un numéro vert. Et pourquoi ça a été particulièrement judicieux? Eh bien parce que le contact qui existait entre les sentinelles d'APESA et les entrepreneurs était interrompu du fait du confinement. Il faut dire aussi que la crise change un peu le paradigme et que puisque les difficultés de l'entreprise et des entrepreneurs n'est pas due finalement à des erreurs de gestion, des problèmes de marché, mais au contexte extérieur, totalement extérieur, c'est peut-être un peu plus facile pour des chefs d'entreprise qui souffrent, qui bien entendu ne savent pas comment régler les difficultés, qui ont parfois aussi d'ailleurs un peu de mal à se projeter dans l'avenir et qui sont un peu bloqués, comme nous tous d'ailleurs, un peu dans le présent, d'oser appeler. Et l'an dernier, on a eu 1500 appels à ce numéro vert d'APESA et nous avons pris en charge plus de 1200 personnes sur toute l'année, ce qui a doublé les chiffres par rapport à 2019 et qui montre à la fois l'utilité d'APESA et aussi la souffrance qui, je pense, augmente sérieusement. Une détresse bien réelle dont vous êtes vous aussi spectateur, Monsieur Michel? Oui, alors je trouve toutes ces initiatives franchement géniales. Ce qui me réconforte un petit peu donc sur cette capacité d'innovation avec des idées relativement nouvelles. Les restos, nous, l'idée, elle n'est pas vraiment nouvelle, de 1985. En revanche, une crise comme celle-là, oui, nous oblige à s'adapter, vraiment à s'adapter à cette crise, s'adapter au nouveau public, parce que c'est quand même, on voit arriver, nous, des nouveaux publics, y compris je dirais pas des grands entrepreneurs, mais en tout cas des artisans. Notamment. Et là, je sors de l'association départementale de la Vienne, où ils étaient en train de me dire ce midi, une chef d'entreprise qui a monté un commerce juste avant la pandémie.
femme seule avec enfant, et puis qui aujourd'hui n'a pas de trésorerie, n'a rien du tout. Et puis les confinements successifs et puis les fermetures des commerces dits non essentiels font qu'aujourd'hui elle est au bord, alors pas du suicide, mais des crises de larmes quand même, qui prête à réfléchir et qui vient au Resto du Cœur, alors que jamais ne serait venu au Resto du Cœur juste pour pouvoir donner à manger à sa fille. Voilà. Ça fait partie de ces nouveaux publics, comme les étudiants, comme les auto-entrepreneurs qui venaient de démarrer. Voilà le public que nous accueillons aujourd'hui, auquel il faut s'adapter, et très rapidement. Madame Nashiwala Gouo, comment est-ce que vous vous êtes adaptée et comment ces confinements ont pesé sur votre activité à vous de formation ? Oui, chez Connexio, comme on est une structure qui propose justement des programmes de formation auprès de nos publics, premièrement, en fait, lors du premier confinement, on avait en fait fait des sondages auprès de nos publics justement pour assurer que les besoins primordiaux étaient couverts. Parce que pour nous, pour les apprenants, de suivre tout un parcours chez nous qui peuvent être vraiment sur les bases informatiques jusqu'à des niveaux très avancés sur les métiers numériques, il faut qu'il n'y a pas d'autres enjeux, d'autres obstacles. Ça peut être des questions de logement, de santé. Et pour nous, donc, les premières démarches qu'on avait fait, justement, c'était d'assurer ces personnes, ils avaient toutes les ressources, les services possibles. Donc, on a fait beaucoup d'orientation vers d'autres structures, d'autres associations qui étaient nos partenaires sur la première ligne. Deuxièmement, on avait fait ce qui était possible pour maintenir les cours. Parce que ce qui était très difficile d'imaginer pour les apprenants qui ont beaucoup cette envie, cette volonté de continuer en fait, à apprendre, continuer vraiment à faire monter en compétences, c'était de complètement arrêter les cours. Et donc, ce qu'on avait dû faire, c'est pour ceux qui étaient possibles, on avait adapté nos parcours. Donc, il y a une partie qui était maintenant en ligne, une partie en présentiel. Et je pense que pour rebondir aussi sur les autres initiatives que je trouve très, très super, en fait, et qui répondent vraiment aux besoins aujourd'hui très important dans notre société, c'est de pouvoir aussi être agile et d'adapter face à notre crise. Parce qu'il n'y aura pas, comme peut-être on avait pensé les premiers mois de la crise, en fait, un monde en fait, qui va revenir en fait, back to normal, quoi. Ce qui va passer pour nous, c'est un monde vraiment très différent après ces crises. Et il faut que tous, on soit capables d'aider des personnes de pouvoir adapter. Et donc, ce qui fait partie de notre travail chez Connexio, c'est justement d'assurer que les personnes aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup d'évolution dans justement en fait les outils, la manière dans laquelle on va travailler tous aujourd'hui et demain. On voit que de plus en plus, on a beaucoup de monde qui sont en télétravail et des entreprises qui ont dû adapter à ces nouveaux outils, ces nouvelles modalités de travailler. Et donc, parmi en fait nos missions, c'est d'assurer que ces personnes qui sont marginalisées, qui sont vulnérables, aient les bons outils et les bons moyens justement de continuer et approfondir et pousser plus loin le projet professionnel. Et donc, ça fait partie de notre mission de continuer à maintenir nos programmes de formation, de les adapter pour les rendre plus accessibles à nos publics, donc soit en présentiel, soit en ligne, vraiment une mixité de solutions possibles. Et finalement aussi, je voulais aussi rebondir en fait sur ce qui était évoqué en fait par le monsieur juste tout à l'heure, qu'on était aussi sollicité par l'État justement lors du premier confinement pour aider et contribuer nos efforts à une initiative qui s'appelait Solidarité numérique. Parce qu'en France, on a 13 millions de personnes, donc ça fait presque 1 sur 5 personnes qui sont éloignées du numérique. Et donc, avec des fermetures des différents services, c'était vraiment difficile pour les personnes qui ne pouvaient plus venir physiquement dans des agences physiques pour faire leur démarche. Et donc, ce qu'on avait dû faire, c'est pouvoir contribuer à cet effort qui était aussi un numéro vert pour toutes les personnes éloignées du numérique, pour pouvoir les accompagner et pouvoir les aider à continuer à faire des démarches très importantes dans leur vie pratique et professionnelle. Alors, qui sont ces victimes de la crise économique ? Chaque année, l'ONG Oxfam publie un rapport sur les inégalités. Dans les dernières en date, on apprend que les milliardaires ont récupéré leur niveau de richesse en 9 mois seulement, au lieu de 5 ans en 2008. Qui est-ce qui veut commenter cette information ? Qu'est-ce qui est si différent dans cette crise économique-là, d'après vous ? Si on parle des plus précaires,
C'est pas une contre-vérité déjà aujourd'hui de dire qu'en cas de crise, les premiers touchés sont bien sûr les plus fragiles, et ça se vérifie encore aujourd'hui pour nous, au Resto du Cœur, dans les publics que nous accueillons. Après, si dans les grandes entreprises ou les grandes fortunes ont retrouvé aussi rapidement leur niveau d'avant-crise, ça prête à réfléchir, justement. Ça prête à réfléchir, et c'est contre ce type de, ce que j'appellerais injustice quand même, que les associations d'aide alimentaire et d'aide aux plus démunis existent toujours. Donc, moi, mon seul commentaire, c'est plutôt vers les plus précaires, parce que c'est vraiment eux que nous accueillons et que nous accompagnons au resto. On les connaît beaucoup mieux, ceux-là, malheureusement. Et c'est ce que je vous disais. Donc, la crise ne fait qu'empirer leur cas. Et malheureusement, on déclenche de nouveaux besoins avec toutes ces personnes qui étaient un petit peu à la limite, vous savez, au seuil, parce que au Resto du Cœur, l'accueil est inconditionnel. Excepté l'aide alimentaire sur lequel on se base sur des barèmes, sinon on ne pourrait pas donner à manger à tout le monde. Et là, on s'aperçoit que toutes ces personnes qui étaient un petit peu au seuil, elles sont en train de basculer. Et notamment, je pense aux étudiants qui ont vraiment raté tous ces petits boulots d'été, eux, ils sont en train de basculer dans la crise. Et on est obligé encore là aussi de faire preuve d'agilité pour justement aller vers eux. Et on parlait du numérique, et ça c'est une chose qui m'intéressait, parce que madame parlait beaucoup de ce qui est numérique, de ce qui est dématérialisé. C'est pareil, le confinement pour toutes ces personnes qui sont restées, toutes ces personnes que nous accueillons sont restées en confinement, il a fallu mettre en place très rapidement des plateformes SMS pour rester en contact avec eux. Pouvoir les guider. Oui, parce que on peut pas, cet isolement, ils l'ont mal vécu, et il fallait là aussi qu'on déploie beaucoup de moyens sur le terrain, avec des bénévoles derrière, bien sûr, pour pouvoir rester en contact avec eux. Maître Bignet, sur cette différence avec la crise de 2008 ? Eh bien, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on traverse une drôle de crise, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de paramètres pour l'analyser, on ne sait pas très bien dans quelle situation, finalement, on est. Moi, je suis assez d'accord. Penser aujourd'hui que les choses reviendront à l'étape antérieure, c'est un peu... c'est certainement une erreur. Et enfin, moi, je pense que dans cette période, la période qu'on traverse, il faut être agile, ne pas perdre de temps et faire face aux difficultés qui sont devant nous. C'est aussi, je dirais, l'intérêt des crises, c'est que ça suscite de la mobilisation, une augmentation de la solidarité, et que c'est comme ça aussi qu'on règle des problèmes. Moi, je le constate aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui se tournent vers APESA, parce que tout le monde aussi a peur de ce qui va se passer, a peur d'être démuni et ne pas être à la hauteur d'une réponse à apporter à ceux qui effectivement souffrent, etc. Donc, on voit bien aussi que, même si la peur est parfois mauvaise conseillère, elle aide aussi parfois à prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. Donc, profitons aussi de ces crises pour être un peu plus agile, rebondir. Et j'en profite moi également aussi pour rebondir sur les propos précédents. J'ai eu, pendant la première période de confinement, un marchand de chaussures qui était totalement désœuvré et totalement inutile. Et je pense qu'on n'insiste pas d'ailleurs assez sur le fait que les entrepreneurs, comme tout le monde d'ailleurs, mais aussi les entrepreneurs, ils exercent leur métier souvent avec passion, et ils veulent être utiles. Et que, effectivement, pendant le confinement, quand on est d'ailleurs une activité qui n'est pas considérée comme essentielle, qui est un peu maladroit certainement comme formulation, et qu'on ne sert plus à rien, bon, après avoir épuisé la visionnage des meilleures séries télévisées, etc., on peut d'ailleurs dériver vers un certain nombre, vers la boisson par exemple, etc. Enfin, ça commence à être signalé par des psychologues et des psychiatres, donc il faut aussi faire attention à son état psychologique et à sa santé mentale, au-delà même de la santé physique. Et ce marchand de chaussures, je lui disais, écoutez, on n'a quand même pas coupé les pieds de vos clients, ils finiront bien un jour par revenir vers vous. Il m'a dit, oui, mais... Et vous pourriez d'ailleurs dans cette période utiliser ces fameux outils numériques pour revenir vers vos clients. Il me dit, mais finalement, je ne sais pas faire. Et alors, c'est un peu triste parce qu'effectivement, on voit que même dans le monde de l'entreprise, parfois, il y a aussi des efforts à faire, et que la fracture numérique, elle existe, certes, on peut le comprendre tous, chez les migrants, mais aussi dans une population tout à fait intégrée, etc., mais qui, placée dans une situation un peu extraordinaire, ne sait plus finalement comment faire. Et il m'avait dit, ce marchand de chaussures, mes filles s'en occupent, comme si c'était une question finalement de génération, et qu'il... Alors,
Et là, qu'est-ce que ça démontre? C'est qu'on n'aime pas finalement changer. C'est-à-dire que, voilà, quand on a des habitudes, on est installé un peu dans des habitudes, on n'aime pas trop changer. Mais finalement, quand c'est aussi une question de survie, ça mérite parfois de se tourner vers des associations comme ça pour faire un petit effort et puis garder le contact, parce que c'est comme ça qu'on se protège aussi, en gardant le contact. Et les inégalités se creusent, on le disait il y a quelques instants. Qu'en est-il dans notre région? Quelques éléments de réponse avec Jérôme Villain. Il y a 2 ans, plus de 9 millions de personnes vivaient en France en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1 063 € par mois. En 2020, le nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté est estimé à près de 12 millions de personnes, soit plus de 18% de la population française. Il ne s'agit pas d'une statistique officielle de l'INSEE, mais on sait que la crise économique engendrée par la crise sanitaire Covid a véritablement fait exploser le nombre de pauvres en France. Parmi les indices de pauvreté, il y a le nombre de demandes d'allocation RSA qui a augmenté de 14% entre 2019 et l'été dernier. Pendant les 2 premiers mois du confinement, 1 270 000 personnes ont sollicité l'aide du Secours populaire contre 3,3 millions sur toute l'année 2019. Parmi ces demandeurs, 45% étaient jusque-là inconnus de l'association. Enfin, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France a bondi d'environ 30% en un an, ce qui signifie 8 millions de personnes contre 5,5 millions en 2019. C'est tout simplement du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Du jamais vu depuis l'après-guerre. C'est votre analyse aussi du jamais vu? Je crois, oui, comme disent mes camarades de plateau, on est dans du jamais vu. C'est la première fois que le monde s'arrête, le monde économique s'arrête sur une décision sanitaire. Donc ça, effectivement, ça s'est jamais vu. Pour revenir sur la question des inégalités que vous avez posées tout à l'heure, je crois qu'il y a eu énormément d'argent qui a été déversé pour soutenir les économies. On a parlé d'hélicoptère-monnaie même. En France, j'ai un petit chiffre, 14 milliards d'euros d'aide rien que pour l'année 2020. Oui, la vraie question, c'est de savoir où va cet argent. Et malheureusement, et vous parliez de gens, de personnes qui sont enrichies là-dessus, ça va sur la valorisation des actifs. Et la valorisation des actifs, c'est la bourse. Pour acheter une marque, ça vaudra plus cher. Mais je crois que le vrai enjeu de cette crise-là, c'est que ces innovations, ou le progrès ou la croissance, elles soient beaucoup plus inclusives. Et en fait, c'est le projet de Plaque-Steel aussi, c'est de dire, voilà, une innovation... Ok, c'est intéressant d'un point de vue marketing, marché, etc. Mais est-ce qu'elle va inclure le maximum de personnes? Est-ce qu'elle va résoudre des vrais problèmes de la société ou est-ce qu'elle va simplement rajouter un gadget, etc. Et c'est ça la vraie question. Quel mode de progrès ou mode de développement qu'on souhaite? Et est-ce qu'on souhaite être dans un monde de marque, ou est-ce qu'on souhaite être dans un monde plus inclusif? Et c'est ce qu'on dit, ce qu'on apporte à travers toutes les solutions qui sont apportées. Et c'est les vrais enjeux. Et c'est ça qu'on essaye. Et votre innovation, elle n'est pas sortie de nulle part. Vous l'aviez préparée depuis longtemps. Alors oui, parce que le cœur du projet, c'est l'inclusion. C'est-à-dire de faire avec ces déchets-là, travailler des entreprises d'insertion qui pourront récupérer un peu de valeur ajoutée à travers la vente d'objets, des cintres, etc. Je suis une petite parenthèse, Kiabi nous a commandé 1,4 million de cintres qu'on va fabriquer donc avec l'entreprise d'insertion sociale. Vous voyez, donc ça va générer des revenus qui vont être directement dans l'insertion, plutôt qu'ils soient fabriqués à l'autre bout du monde. Donc, et vous avez des visites d'ailleurs de l'étranger, des curiosités des Japonais, etc. etc. Et vraiment l'enjeu, c'est ça. Quel mode de progrès, quel mode d'innovation on veut? Est-ce qu'on veut un mode qui est plutôt inclusif ou on veut un mode où on est plutôt dans le monde des marques et à ce moment-là, c'est un peu, si vous pouvez posséder la marque, vous excluez ceux qui peuvent pas. Vous voyez, c'est un peu binaire ce que je raconte, mais il y a vraiment une imagination à avoir sur le mode de développement, le mode de progrès. J'espère qu'on pourra en discuter là-dessus. Madame Machiwala-Gouo, vous avez été récompensée, vous aussi, pour cette action sur l'inclusion. Le Google Impact Challenge vous a octroyé 600 000 €. Oui, le Google Impact Challenge, justement, en fait, on avait eu le premier prix l'Impact pour justement pouvoir développer nos activités sur d'autres régions. Pour nous, ce qui est très important, c'est on a cette ambition de voir justement
en France, on a 13 millions de personnes et comment on peut arriver à faire plus. Et peut-être rapidement aussi sur des questions aussi des inégalités et les personnes qui vont être vraiment les plus impactées d'ici les prochaines années. Déjà, avant la crise Covid, les statistiques sur la transformation digitale, c'était 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés par la transformation dans les 10 années à venir. Là, avec une accélération de la transformation, ça va être encore plus. Et donc, je pense qu'un endroit vraiment où il faut mettre plus d'attention, de focus, c'est d'assurer que les personnes aujourd'hui qui sont assez vulnérables au niveau européen, en fait, on voit sur les statistiques qu'il y a presque 170 millions de personnes qui sont exclues numériquement, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour aller vers le marché de l'emploi. Et donc, pour nous, en termes de besoins, ce qu'on voit, c'est vraiment d'adresser tous ces freins aujourd'hui, parce qu'avec les évolutions qui vont venir, on parle beaucoup des nouvelles technologies aujourd'hui, mais justement, en fait, cette crise nous a montré les freins aujourd'hui, même sur les compétences de base, de pouvoir en fait faire des marches très simples, mais très importants. Donc, aujourd'hui, par exemple, on voit concrètement les personnes, les apprenants qui viennent chez nous, qui sont dans le secteur de la BTP, les services de nettoyage, l'hôtellerie-restauration, qui voient un changement, une digitalisation dans leur travail. Et il faut avoir en fait cet accompagnement pour les aider en fait à avoir ce maintien de leurs emplois et pouvoir adapter pour toutes les évolutions dans le futur. Vous me disiez aussi, en préparant cette émission, que les jeunes générations vivent une forme de fracture numérique. Exactement. Je voulais justement parler des enjeux des jeunes. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant sur les jeunes, c'est qu'on parle beaucoup en fait des jeunes qui sont des digital natifs, que par nature, parce que c'est la première génération qui a grandi vraiment avec tous les outils numériques, que par définition, ils sont inclus. Ce qui est très choquant même pour nous, pour en fait nos équipes qui travaillent sur le terrain. On accueille des publics qui viennent des missions locales. Et il y a 1 sur 2 qui ont boîte mail quand ils arrivent chez nous. Donc, ils sont très doués, par exemple, pour gérer les applications, les réseaux sociaux de TikTok, de Snapchat, mais ils ont du mal, par exemple, à naviguer sur la plateforme de Pôle emploi, de bien rédiger un CV, une lettre de motivation, de pouvoir bien rédiger des communications vers les employeurs. Mais c'est des freins énormes pour aller vers le marché de l'emploi aujourd'hui. Et donc, je pense pour nous, c'est de ne pas sous-estimer aussi les besoins et aussi les lacunes dans les compétences aussi quand on parle de numérique, qu'il y a quand même pour les jeunes générations aussi des forts besoins. Je vous vois beaucoup opiner du chef, Monsieur Michel. On est très loin de la Startup Nation, semble-t-il. Oui, non. J'opine du chef parce que effectivement, c'est pour revenir sur cette agilité. Là, ça me ramène au numérique. On est en train de se dire, bon, c'est vrai que au niveau national, si on sert 130 millions de repas, on ne fait pas que ça. On a toute cette aide à la personne, toutes ces aides qu'on déploie autour, et tout ce qui est numérique concernant la fracture numérique est au cœur de nos problématiques. Et je pense que dans nos nouveaux publics qui vont arriver, il va falloir qu'on change un petit peu notre logiciel pour justement s'adapter à ces nouveaux publics qui ne sont pas les mêmes que nos publics classiques. Et le numérique doit en faire partie absolument. On le voit également, on a 100... C'est un obstacle d'insertion aujourd'hui pour vous, le numérique? Pardon? C'est un obstacle d'insertion par rapport à toutes les démarches administratives qu'on peut faire? C'est un obstacle d'insertion. En dehors de ça, au Resto du Cœur, on a nationalement 102 chantiers d'insertion également. Et ça fait partie enfin, ça et la mobilité, ce sont vraiment les deux gros soucis qu'on a avec ces publics. Enfin, avec ces publics-là, c'est pas un souci, c'est comment les en sortir. Et pour les personnes que nous accueillons dans tous les centres, les 900 000 personnes, effectivement, ça revient fréquemment, ce numérique. Et si on a des nouveaux publics, il va falloir encore, comment dirais-je, s'appesantir sur cette problématique. Et du coup, en tant que Restaurant du Cœur, vous recherchez des gens qui ont ces compétences-là pour faire partie de vos bénévoles? Bien sûr, bien sûr. Parce que là aussi, le confinement a joué, vous a créé un handicap supplémentaire. Exactement. Ce handicap supplémentaire, c'est qu'au début du premier confinement, les bénévoles, par définition, quand même à un certain âge, nos aînés, se sont retrouvés en retrait. Et il a fallu faire appel à de nouveaux bénévoles. Alors tous ceux qui étaient au chômage, qui en chômage partiel en tout cas, qui se sont proposés, et on les en remercie. Et on a pu compter sur des nouvelles compétences pour justement commencer à travailler sur ce que sera
pas l'après-crise, mais la continuité de la crise dans les prochains mois. À l'exemple d'un secteur sous perfusion, on a parlé des aides il y a quelques instants, l'événementiel. Nous écoutons Émilie Cousin, traiteur à La Rochelle. Les aides supplémentaires, aujourd'hui on en attend les décrets, les exonérations de charges, on nous dit oui, mais on ne sait pas sur quelle période. Pour vous donner un exemple, sur le premier confinement, on a été exonéré de charges de février au mois de mai et le décret est sorti début septembre. Donc c'est très long, c'est à se poser des questions en tant que chef d'entreprise en me disant ça va se faire, ça va pas se faire, etc. Maître Bignet, est-ce que les aides sont bien pensées d'après vous? Écoutez, ne me demandez pas de juger la politique du gouvernement là, je n'ai pas la compétence et d'ailleurs je suis aussi tenu à un devoir de réserve. Voilà, donc moi je pense qu'il y a malgré tout énormément de choses qui ont été faites, on peut quand même le constater, et qu'il y a eu aussi une grande écoute, etc. Ensuite, il faut regarder au cas par cas et on arrive finalement au-delà des catégories, toujours à des individus. C'est-à-dire que même si pour certaines catégories des choses ont été faites, mais au sein de ces catégories professionnelles, il y a parfois des individus qui échouent ou connaissent des difficultés. Donc il faut un peu dépasser les catégories et aller être un peu quasiment dans le cas par cas. Il faut savoir faire ça. Il y a des effets de seuil parfois très cruels. Exactement, le sur-mesure. Je pense que ce qui nous rassemble un peu aussi aujourd'hui, grâce à vous d'ailleurs, c'est aussi, je pense, c'est cette notion un peu de dignité. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas si simple pour un chef d'entreprise qui échoue de demander à bénéficier du RSA. C'est pas si simple d'aller au Resto du Cœur, comme c'était dit tout à l'heure. Mais en fait, il faut aussi rappeler, quand on a effectivement, on est éloigné des outils numériques. Et d'ailleurs, je rappelle que dans APESA, on a aussi créé, on n'avait pas le choix, une application APESA qu'on peut télécharger, etc., qui permettent aux sentinelles de déclencher des alertes plus facilement. Mais quand on est coupé, effectivement, numériquement du monde, eh bien c'est encore plus difficile. Mais il faut constamment rappeler que ce qui est important, c'est la dignité. Ne pas enlever, d'ailleurs, soi-même une dignité aux autres et contribuer, au contraire, à restaurer cette dignité, si on peut, bien entendu. La fracture numérique, c'est un handicap supplémentaire. C'est un handicap en temps normal, et en temps de crise, ça devient un handicap supplémentaire. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, il y a juste pour une illustration aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le cadre de ma profession, c'est que lorsque le tribunal prononce une liquidation judiciaire, eh bien, ça interrompt les contrats en cours assez rapidement. Et donc, pour rester en contact avec quelqu'un, avec un entrepreneur qui, par exemple, connaît des problèmes psychologiques, etc., s'il n'a plus une ligne téléphonique, c'est un problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le rôle des organisations patronales de se soucier de ces circonstances-là. C'est-à-dire que, comme ça a été très justement dit, il y a finalement un seul monde dans lequel il y a à la fois de la réussite et de l'échec. Il faut aussi s'occuper de l'échec et essayer aussi d'atténuer autant que faire se peut les effets négatifs de l'échec, mais en regardant quelles mesures précises et concrètes peuvent au quotidien, parce qu'on est vraiment dans le quotidien, peuvent être prises pour améliorer les choses et en tout cas ne pas aggraver les situations. Monsieur Neveu, votre avis sur ces aides? L'État ne peut pas tout ou l'État a déjà fait beaucoup? Que l'État ne paye pas tout, je pense que c'est d'une logique implacable. Et c'est surtout important qu'il ne fasse pas tout, c'est ça. Mais qui puisse donner peut-être un peu plus d'autonomie en fait à des prises de décision sur les territoires. Je pense que c'est ça qui est peut-être un peu ce qu'on dit aussi, c'est que la crise elle est mondiale, mais les effets sont très locaux et le territoire et un territoire va mieux s'en sortir qu'un autre, etc. Et je crois que ça montre, sur un certain nombre de choses, qu'on peut s'organiser sur un territoire. Hein, c'est le cas de Plaquestyle, où on a créé vraiment un écosystème entre ceux qui produisent, ceux qui collectent, ceux qui vendent, et cet écosystème, dans cette mondialisation, permet de créer de la richesse en local et permet simplement de pouvoir vivre décemment. On n'a pas parlé de faire des montagnes d'argent avec ça, mais simplement de pouvoir vivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on puisse ensemble se connaître et travailler ensemble en local aussi, en réseau, sur un territoire, effectivement. Et pour avoir une vision un peu plus large de ça, je crois que on est rentré, moi je connais un peu le monde industriel, dans des cycles de plus en plus courts industriels. On voit bien que, et ça changera pas, c'est-à-dire qu'on voudra toujours avoir des choses qui se renouvellent. La difficulté, c'est qu'on voit bien qu'il y a trois formes d'impact, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le premier impact, c'est sur les ressources, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens d'avoir les ressources de nos développements. Il y a un impact sur l'environnement. Ça, c'est clair, c'est-à-dire que le masque, c'est bien la preuve qu'on a mis une solution en place et on a un impact direct. Mais le troisième effet, c'est le social. On voit très bien que là, les mutations, je prends juste le domaine de l'automobile, la mutation du diesel au véhicule électrique, c'est un bouleversement complet
pour les centaines de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On pense aux fonderies de Châtellerault. Par exemple, la question, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que les cycles sont de plus en plus courts. Et comment on fait pour que dans ces changements de cycle rapides, industriels, technologiques, on puisse accompagner tout le monde? C'est ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue inclusion. Et c'est ça la mesure de ce changement-là. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte que le maximum d'anticipation soit fait dès le démarrage des mutations technologiques. Bon, ça. Et pour faire face à l'arrêt brutal de leur activité professionnelle, certains choisissent de se reconvertir, ils l'espèrent temporairement. Exemple avec ces 2 Niortais rencontrés par Alain Darigrand. Bonjour. On vient chercher votre commande. Un VGA vegan, Johan, et 2 porcs. Des sandwichs, des plats à emporter, Niort compte désormais un nouveau commerce de bouche, l'Ipsoline Kitchen. Un nom emprunté à la culture rock, pas tout à fait un hasard. Je suis fan du groupe La Femme. Voilà, il y a un titre qui s'appelle Ipsoline. C'est un peu un hommage à la culture en fait. Ici, tout se fait en musique. Johan de Zouch est à l'origine programmateur de spectacles. Mais depuis le premier confinement, il se retrouve sans activité. Il a donc décidé de prendre son destin en main. Je me suis retrouvé sans perspective en fait pour la prochaine année. Du coup, il va falloir trouver quelque chose pour s'occuper parce que sinon c'est compliqué, c'est pas possible. Johan s'est improvisé restaurateur en attendant des jours meilleurs. Sa spécialité, la cuisine asiatique. C'est les recettes de mon oncle, de ma sœur, puis après tout ce que je trouve j'ai plein de bouquins sur le Vietnam, la Corée. Et pour lui prêter main forte, l'apprenti cuisinier a fait appel à Benoît, un technicien du son. Une reconversion loin du spectacle vivant, avec malgré tout quelques similitudes. D'être dans le timing, de respecter les heures d'ouverture, de fermeture, avec l'arrivée des gens, c'est une nouvelle expérience quoi. Vous avez hâte de retrouver les spectacles? Ouais. ouais. Après ça manque énormément. Après c'est toute ma vie quoi. Johan souhaite aussi reprendre son activité initiale, mais nourrit un autre projet, transformer ce lieu en café culturel. Et voilà. Parfait. Avec la fermeture des restaurants, les clients sont au rendez-vous. Un démarrage encourageant, même si les 2 compères peinent encore à se verser un vrai salaire. Monsieur Michel, sortir un salaire, c'est devenu soudain une préoccupation d'urgence pour certaines personnes. Ah oui. Sortir un salaire. Alors, nous, on a beaucoup de personnes, dans les personnes que nous accueillons, qui se sont proposées pour aider de manière bénévole. Mais bien sûr, c'est pas ça qui leur permet d'avoir un salaire. Et là encore, étant donné que c'est leur préoccupation principale, tous nos bénévoles se mettent en aide avec eux, enfin pour les aider en tout cas, à trouver ce qui aujourd'hui pourrait leur permettre, alors c'est pas forcément dégager un salaire, c'est mettre bout à bout les aides de l'État, bien sûr, qui leur arrivent en ce moment, et puis je veux pas parler d'économie parallèle, mais de petits boulots qui peuvent encore exister, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui. Et je pense notamment à ces étudiants qui ne peuvent pas aller le soir, parce que je voyais un traiteur là. Et un midi, j'ai rencontré justement là, à Poitiers, j'ai rencontré 3 jeunes, 3 apprentis chez un traiteur qui n'ont plus de boulot depuis 6 mois, qui passent leur temps la moitié au Resto du Cœur pour donner un coup de main, bénévolement, donc bien sûr, et le reste du temps pour aller aider d'autres personnes, moyennant quelques finances pour réussir avec les aides de l'État à avoir un semblant de salaire. Mais c'est vraiment un semblant de salaire. Et ces étudiants aussi également, je crois que en ce moment c'est ce qui leur manque, là encore par manque de petits boulots qu'ils peuvent faire. Je crois que c'est ce qui leur manque. Alors c'est vrai que l'État a envisagé une certaines aides pour eux. Je ne sais pas si ça sera forcément la bonne voie, mais aujourd'hui c'est un besoin pressant pour eux, parce que là aussi on n'en est pas au niveau du suicide, mais en tout cas des idées très très noires chez de nombreux étudiants. Alors là, on parle plutôt des zones urbaines. Et qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Alors, dans les campagnes, c'est un autre problème, avec cette fierté, cet orgueil de ne pas vouloir venir frapper à notre porte. Donc là, c'est là où on va aussi s'adapter à ces nouveaux publics, à cette situation, en allant les chercher, en allant au-devant d'eux, en allant leur dire que s'ils ont besoin vraiment d'aide, c'est une aide alimentaire, mais toute l'aide, toutes les autres aides qu'on peut leur proposer, et on va y aller. Et on va y aller au Resto du Cœur, parce qu'on sait qu'on ne peut pas laisser au bord de la route des personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas la mobilité et qui ont cet orgueil à ne pas venir frapper aux portes des associations.
Madame Machiwala-Gouault, comment est-ce qu'on rattrape les gens qui ont comme ça cette fierté, qui ont pas envie de demander d'aide ? Oui, pour nous aussi, on a des enjeux aussi chez Connexio dans le sens que souvent aussi les personnes qui arrivent dans nos formations, dans nos programmes sont ceux qui avaient eu des informations, qui avaient accès à des informations à certains réseaux. Et pour nous aussi, ce qui est très important aussi dans des questions aussi de comment identifier les personnes les plus vulnérables, c'est de trouver aussi d'autres modalités d'identifier les personnes aussi. Donc par exemple, on avait aussi commencé à faire des choses plutôt différentes de ce qu'on fait d'habitude. On fait, comme d'autres structures aussi, des réunions d'information. On fait aussi des séances en fait avec nos partenaires. On fait aussi par exemple dans en fait les missions locales, les maisons d'emploi, pour l'emploi aussi, des ateliers de sensibilisation vraiment sur les territoires pour justement sensibiliser les jeunes en fait pour pouvoir dire aussi il y a quand même des opportunités dans le numérique et il y a aussi des besoins pour pourquoi apprendre. Par exemple justement notamment sur les jeunes qui surestiment leur niveau et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin forcément d'apprendre. Et finalement aussi on a des projets en collaboration avec d'autres partenaires ou avec des partenaires en fait qui ont des camions. Ils ont en fait des Fab Labs mobiles qui vont en fait qui vont aller en fait ville par ville pour justement faire ces découvertes. Donc au lieu de pouvoir en fait juste faire des méthodes un peu plus classiques pour identifier nos publics, on va vraiment aller vers eux et présenter en fait les solutions et aussi l'importance de pouvoir acquérir les compétences. Maître Bignet, il est temps de penser à la relance maintenant ? Écoutez, oui, alors tout le monde l'attend. D'ailleurs, enfin, après, j'ai un économiste me disait que la croissance mondiale sur 2000 ans, c'est 2% par an, si vous voulez. Donc, bon, alors, effectivement, les choses vont redémarrer un jour, mais bon, voilà. Après, je pense que ce qui est important, c'est aussi, comme on dit quand même un peu aussi, le vivre ensemble et finalement ce qu'on réussit à faire en tenant compte un peu de toutes les parties prenantes, etc. Moi, je veux aussi juste pour dire aussi que cette crise produit des effets positifs, parce que nous avons par exemple un partenariat avec un réseau d'experts comptables qui a choisi de former leurs collaborateurs pour qu'ils deviennent des sentinelles, donc ils sont sensibilisés à la souffrance des entrepreneurs. C'est déjà extraordinaire, c'est-à-dire que rapprocher la psychologie et le chiffre, on ne savait pas que c'était possible avant, mais finalement ça l'est. Et non seulement ça, mais ils font aussi l'effort de contribuer à la rémunération des psychologues qui interviennent. Et je pense que c'est vraiment la crise provoque aussi des prises de conscience. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, dans la mesure où cette souffrance qui est un peu plus visible aujourd'hui a toujours existé. Et elle sera malgré tout toujours là, même si la croissance repart et si les choses redeviennent merveilleuses. Mais alors, il y a aussi, d'ailleurs, on voit fleurir un certain nombre de slogans où on nous parle de l'avenir, des lendemains qui chantent, parce que ça chante toujours. Bon, le présent peut-être un peu moins gai, mais il y a aussi des choses à faire extraordinaires dans le présent, malgré tout. Alors pour poursuivre sur cette idée de transformation vertueuse née de la crise, ce serait quoi pour vous, Monsieur Neveu, en conclusion, la priorité ? Je reprendrai la phrase du poète, hein, on part pas en reprenant le chemin chargé de nos vices, et nos vices c'est aussi nos déchets, et faisons quelque chose avec ces déchets, créons de l'inclusion, c'est ça l'idée. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce progrès, participons à l'inclusion en fait du monde dans cette transformation technologique. C'est ça l'idée. Il faut couper la dépendance avec l'étranger. Tout ce qui est fabriqué en Chine, il faut arriver à relocaliser certaines choses. Je pense qu'on a été trop loin dans le modèle où on produit ailleurs. Ça, c'est l'économie de spécialisation. Je crois que le monde industriel tel que je l'ai vécu, un peu vécu d'ailleurs, où on avait vraiment ceux qui étaient spécialistes et on a été de plus en plus loin. Et on voit bien les limites que ça peut avoir, surtout que les cycles aujourd'hui sont de plus en plus rapides. Donc on voit bien que on peut pas continuer à produire en économie linéaire, c'est-à-dire simplement pour le textile, c'est 95% des textiles sont mis à la poubelle, c'est-à-dire produits avec des matières vierges et mis à la poubelle. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à mettre des secteurs entiers industriels à la poubelle aussi vite que des applications numériques. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de ça. Alors Plaxine n'est pas aussi connu que Mickey, mais l'idée c'est de montrer que il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont possibles sur les territoires et en connexion avec l'ensemble des parties prenantes, hein, les Restos du Cœur, les organisations syndicales, les organisations patronales, l'inclusion, etc. Et je crois qu'ensemble, sur un territoire comme le territoire national, on peut réinventer, on peut partir d'ici et construire quelque chose qui chante, ouais, effectivement. Madame Machiwala-Gouault, qu'est-ce que vous préconiseriez, vous, comme solution, comme perspective positive ?
Je pense, comme tout le monde, je pense que ça nous a vraiment donné des leçons assez importantes sur le fait d'être agile, de pouvoir adapter pour les mois, les années à venir. Et aussi pour moi, peut-être une conclusion assez importante, c'est de aussi pas oublier en fait qu'aujourd'hui, quand on parle en fait de tous les changements, on va aller de plus en plus rapidement sur les nouvelles technologies, qu'il y a quand même en fait des personnes vraiment sur les premières briques. Il faut pas les oublier. Ils font partie en fait d'une public assez important aujourd'hui dans notre société et tous ensemble, on peut aller encore plus loin. Monsieur Bignet, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement? rapidement? Simplement dire que ce qui me frappe aussi, c'est qu'en fait, on cherche à avoir ou à faire des choses équilibrées. Et cet équilibre, il se trouve que c'est le symbole de la justice aussi. Donc voilà, et que par ailleurs, atteindre ou conserver un équilibre, c'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'institutions qui confortent et qui parfois gardent le cap par mauvais temps. La crise, c'est le déséquilibre. On espère en retrouver un nouveau. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Sans tomber dans l'utopie, ce que je souhaiterais, c'est qu'en tant qu'acteur de la solidarité, c'est que toutes ces associations, toutes ces initiatives continuent à vraiment s'unir, à travailler ensemble, de manière à ce que, tout en gardant notre indépendance de fonctionnement, bien sûr, c'est que on continue de lutter contre la pauvreté tous ensemble, contre la précarité, et puis que le monde demain soit un monde où justement on est beaucoup moins de personnes en précarité, mais pour ça il faut leur donner les bons outils. Le numérique en fait partie justement, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres outils, je crois, à leur donner, tant au niveau psychologique, parce qu'on traite pas assez la psychologie, on essaye dans certains départements en tout cas de le faire, et puis toujours avec des procédés vertueux. Écologique, quoi. Et oui, puis ça serait être pas mal. fier de ce qu'on fait. Je pense que bien sûr, les gens qui fabriquent des choses nouvelles sont fiers de ça. Bien sûr. C'est un peu l'aspect magique de la fabrication et de l'industrie. On est fier de ce qu'on fait. Et on fait bien dont on est fier. Donc, et on se sent bien. Vous voyez, donc, tout à fait. Et pour reprendre ce que disait Coluche, c'est une petite idée, sa petite idée de 1985, ça devait pas durer. Aujourd'hui, 35 ans après, nous y sommes encore. Et si au moins on pouvait y être pour un petit peu moins de personnes, ça serait encore parfait. Mais je sais que c'est un peu utopiste. Et cette crise a quand même été l'occasion pour votre association de développer de nouveaux liens avec les autres associations voisines. Entre autres sur l'interassociatif, oui. On s'est retrouvé en tout cas des valeurs communes, des fonctionnements qui n'étaient pas communs, mais en tout cas des valeurs communes. Et ça nous a bien aidé aussi. Et ça fait chaud au cœur. Et il y a aussi de belles initiatives citoyennes qui naissent en solidarité et grâce au réseau également. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, prenez soin de vous. Une petite phrase rituelle pour moi aussi.